En cette année 1991, un voile gris s'étendait sur Lyon, une ville où l'histoire se murmurait à travers chaque ruelle pavée et chaque pierre de sa majestueuse basilique de Fourvière. L'automne s'annonçait rude, et la pluie persistante de ce 12 octobre semblait pleurer sur un secret encore enfoui, un drame qui allait bientôt déchirer le calme apparent de cette cité millénaire. Les feuilles gorgées d'eau jonchaient les trottoirs du quartier de la Croix-Rousse et une atmosphère pesante flottait dans l'air, comme un pressentiment funeste. C'est dans ce décor à la fois pittoresque et mélancolique que la vie de Sophie Dubois, une talentueuse professeure d'art de 32 ans, originaire de Paris, fut brutalement interrompue. Sophie était une âme vibrante, dont la passion pour l'art éclairait les vies de ses élèves et de son cercle d'amis. Elle avait trouvé à Lyon un refuge, un lieu où son esprit créatif pouvait s'épanouir, loin de l'agitation parisienne. Son appartement, un petit bijou niché au cœur de la Croix-Rousse, était une extension de son âme, remplie de toiles inachevées, de livres d'art et d'une collection éclectique d'objets d'inspiration. La découverte macabre fut faite par Madame Dubois, une voisine âgée et discrète, qui s'inquiétait de ne pas voir Sophie depuis la veille. Intriguée par la porte d'entrée légèrement entr'ouverte de l'appartement de Sophie, un détail inhabituel pour la méticuleuse artiste, elle avait osé frapper. Sans réponse, une anxiété grandissante l'avait poussée à franchir le seuil. C'est là, au milieu du salon dévasté, que son regard horrifié se posa sur le corps inerte de Sophie, gisant sur le tapis persan, le visage figé dans une expression de surprise et de terreur. Le silence qui suivit fut brisé par son cri, un hurlement qui résonna dans le couloir de l'immeuble, appelant à l'aide et brisant la tranquillité de l'après-midi. L'appel à la police fut immédiat, et en quelques minutes, les sirènes déchirèrent le quartier, annonçant l'arrivée des premières patrouilles. L'inspecteur Antoine Mercier, un homme aguerri dont la réputation n'était plus à faire au sein de la brigade criminelle de Lyon, arriva sur les lieux. Son visage, marqué par des années d'enquête difficiles, ne laissait transparaître aucune émotion, mais ses yeux, eux, balayaient chaque détail avec une acuité particulière. La scène du crime était empreinte d'une violence silencieuse et d'un mystère immense. L'appartement de Sophie était sans dessus-dessous, les meubles déplacés, les coussins jetés au sol. Un vase en céramique, d'une valeur sentimentale pour Sophie, gisait en 1000 morceaux près du corps, ces fragments suggérant une arme potentielle, ou du moins l'instrument d'une lutte acharnée. Un tiroir de commode était ouvert, son contenu éparpillé, suggérant un vol. Pourtant, un examen rapide des lieux révéla un élément déroutant. Rien de valeur n'avait été dérobé. Les bijoux de Sophie étaient intacts sur sa coiffeuse, son portefeuille reposait sur une table basse, et ses œuvres d'art les plus précieuses étaient toujours là. Ce détail, une anomalie dans le tableau d'un cambriolage classique, était la première dissonance d'une symphonie macabre, une énigme qui allait hanter l'inspecteur Mercier pendant des années. La violence gratuite, l'absence de mobile apparent, tout indiquait un crime personnel, intime, bien plus complexe qu'un simple vol qui aurait mal tourné. Le silence de la scène du crime parlait de lui-même, un témoignage muet d'une fureur inexplicable. La docteure Sylvie Moreau, une médecin légiste de renom, arriva peu après, son regard professionnel évaluant la tragédie avec une objectivité froide et calculatrice. Le corps de Sophie fut soigneusement examiné sur place avant d'être transporté à la morgue. Les premières estimations indiquaient que la mort était survenue entre 19h et 22h en cette funeste soirée de samedi. L'autopsie révélerait plus tard des détails glaçants sur la nature des blessures, confirmant une lutte désespérée et la brutalité de l'attaque. Sophie avait été frappée à plusieurs reprises, et la cause du décès était un traumatisme crânien sévère, probablement causé par le vase brisé retrouvé sur le sol du salon. L'équipe de la police scientifique, sous la supervision attentive de l'inspecteur Mercier, travailla avec une méticulosité quasi chirurgicale. Chaque centimètre de l'appartement fut scruté, chaque objet potentiellement pertinent photographié et collecté. Parmi les indices cruciaux recueillis se trouvait une empreinte de pas partiel près de la fenêtre,
peut-être laissées par l'agresseur en entrant ou en sortant de la résidence. Des fibres textiles, d'une couleur et d'une texture inhabituelles, furent également retrouvées sur le tapis persan et sur les vêtements même de Sophie, suggérant un contact étroit avec le tueur et indiquant qu'il aurait pu laisser derrière lui une partie de lui-même. De plus, de petits échantillons de peau et de cheveux furent soigneusement prélevés dans l'espoir qu'ils puissent contenir du matériel génétique de l'agresseur, même si les technologies ADN de l'époque étaient encore rudimentaires. Tandis que la science forensique tentait de percer les secrets de la scène de crime, Mercier et son équipe commencèrent à plonger dans la vie de Sophie Dubois. C'était une femme célibataire, avec une vie sociale active, particulièrement dans les cercles artistiques dynamiques de Lyon. Elle était connue pour son esprit vif, son talent incontestable et son enthousiasme contagieux, une figure charismatique qui suscitait autant l'admiration que parfois une certaine jalousie. Récemment, Sophie avait obtenu une prestigieuse bourse pour une résidence artistique à Florence, en Italie. Un exploit qu'elle célébrait avec fierté, mais qui, apprit-on plus tard à travers des entretiens avec des amis et collègues, avait également suscité une certaine envie parmi ses pairs, notamment ceux qui avaient également postulé pour la même opportunité et s'étaient sentis lésés. Cette réussite, qui aurait dû être un moment de célébration, semblait avoir ajouté une couche de tension à sa vie. Au fil des jours, l'enquête révéla des indices qui compliquaient davantage l'affaire, la plongeant dans un voile de mystère. Des appels anonymes, provenant de cabines téléphoniques dispersées à travers la ville, avaient été passés à Sophie quelques semaines avant sa mort. Les messages étaient énigmatiques, parfois subtilement menaçants, parfois d'un ton obsessionnel et troublant, mais jamais explicitement violent. Sophie les avait ignorés, les considérant peut-être comme des blagues de mauvais goût ou la manifestation d'un admirateur secret un peu excessif. Personne, pas même ses amis les plus proches, ne semblait savoir qui pouvait être derrière ces appels, qui apparaissaient désormais comme un sinistre présage. Les premiers suspects émergèrent naturellement, comme dans toute enquête criminelle. Un ex-petit ami, Jean-Pierre, avec qui Sophie avait mis fin à une relation tumultueuse quelques mois auparavant, fut immédiatement interrogé. Il admit avoir eu des disputes animées avec Sophie par le passé, mais il avait un alibi solide, confirmé par plusieurs témoins, ayant passé la nuit du crime avec sa famille à Grenoble, à plusieurs heures de Lyon. Il y avait aussi un élève mécontent, Marc, qui avait échoué à son cours d'art et nourrissait un certain ressentiment envers Sophie, tenant des propos durs sur la professeure à ses camarades. Cependant, son alibi était également vérifié, le plaçant loin de Lyon au moment du crime, en voyage scolaire avec sa classe. La police considéra également quelques rivaux artistiques qui avaient exprimé leur jalousie concernant la bourse de Sophie. Mais toutes les pistes semblaient mener à des impasses, et la vérité sur celui qui avait réduit au silence la vibrante Sophie Dubois restait insaisissable, cachée dans les ombres de Lyon. L'inspecteur Mercier sentait que ce n'était que le début d'une longue et frustrante quête de la vérité. L'enquête initiale, menée avec la ténacité qui caractérisait l'inspecteur Mercier, s'étendit rapidement au-delà du cercle immédiat de Sophie. Plus de 40 personnes furent interrogées. Amis, collègues, étudiants, voisins et même des habitués des mêmes cercles artistiques que Sophie. Chaque déposition était une pièce d'un puzzle complexe, mais beaucoup de ces pièces semblaient ne pas s'emboîter. Le portrait qui se dessinait était celui d'une femme aimée et admirée, mais aussi parfois objet d'une discrète jalousie. Parmi les personnes interrogées, un nom émergea qui au début ne suscita pas une grande alarme. Jean-Luc Bernard. Un homme discret, presque invisible, qui travaillait comme libraire dans une petite boutique près de l'appartement de Sophie. Il avait été l'un de ses élèves lors d'un atelier de peinture quelques mois auparavant et, comme beaucoup d'autres, avait également postulé pour la prestigieuse bourse à Florence que Sophie avait obtenue. Bernard, un admirateur secret de l'art de Sophie, avait été refusé pour la bourse, un fait qu'il mentionna avec une résignation amère lors de son bref interrogatoire.
Il nia toute implication dans les appels anonymes ou le crime, présentant un alibi vague selon lequel il était chez lui en train de lire, sans témoin pour le confirmer. Son aura de timidité et son apparente absence de menace firent que Mercier et son équipe le considérèrent comme un suspect de second ordre, quelqu'un à enquêter plus en profondeur, mais sans l'urgence accordée à d'autres. Quelques semaines plus tard, alors que l'enquête piétinait et que les pistes s'épuisaient, un fait attira l'attention des enquêteurs. Jean-Luc Bernard avait disparu. Il s'était tout simplement volatilisé de Lyon. Sa petite librairie était fermée, son appartement vide. Les premières investigations révélèrent qu'il avait déménagé dans une autre ville, prétextant avoir trouvé un nouvel emploi dans une maison d'édition. Mais lorsque Mercier tenta de vérifier cette information, il découvrit que l'emploi était faux, une façade. Bernard avait pris une nouvelle identité, Warren Phillips, et s'était installé à Toulouse, une ville lointaine, espérant que son passé lyonnais soit oublié. Cette fuite soudaine, ce changement d'identité, jeta une ombre de suspicion sur lui, mais à ce moment-là, la police était déjà submergée par d'autres pistes et par la pression d'une affaire sans réponse claire. Au milieu de cette série d'impasses, une découverte tardive ajouta une couche de mystère à l'affaire. Une analyse plus approfondie des relevés téléphoniques de Sophie révéla un appel passé depuis son propre appartement, peu de temps après l'heure estimée de sa mort. Un appel de quelques secondes seulement, vers un numéro inconnu, qui resta sans réponse. Qui aurait pu passer cet appel? Était-ce l'assassin, dans un acte de désespoir ou de provocation? Ou Sophie, dans une dernière et vaine tentative d'appeler à l'aide? La ligne fut rapidement tracée, mais elle mena à une cabine téléphonique désaffectée dans un quartier éloigné. Une piste froide qui ne fit qu'épaissir le mystère. Ce détail troublant, cette piste mystérieuse, suggérait que l'assassin était peut-être resté sur les lieux du crime plus longtemps que prévu, ou que la scène de crime recelait des secrets encore plus sombres. Chaque jour qui passait, l'espoir d'une résolution rapide s'amenuisait. Les pistes s'effilochaient, les alibis de la plupart des suspects se confirmaient, et la trace de l'assassin devenait de plus en plus ténue. L'inspecteur Mercier, un homme habitué à résoudre les mystères les plus complexes, sentait la frustration monter. L'absence de mobile clair, le manque de témoins directs et la nature insaisissable des preuves transformaient l'affaire Sophie Dubois en un lourd fardeau pour la brigade. Après 6 mois de travail incessant, de nuits blanches et d'un dévouement épuisant, l'enquête perdit son élan. Les ressources furent réaffectées à de nouveaux cas. Et le dossier de Sophie Dubois, un volume épais de rapports, de dépositions et d'analyses forensiques non concluantes, fut classé. L'affaire fut officiellement classée non résolue, un cold case, une victime de plus que la justice n'avait pu honorer, laissant une famille en deuil et un détective le cœur lourd, hanté par l'image de la jeune artiste et par le silence d'un crime sans nom. Même avec le dossier scellé et rangé dans les profondeurs des archives de la police de Lyon, le souvenir de Sophie Dubois continuait de hanter l'inspecteur Mercier. Pour lui, ce n'était pas juste un cold case de plus. C'était un échec personnel, une vie vibrante et pleine de promesses, qui avait été brutalement fauchée sans que la justice puisse honorer sa mémoire. Sophie était plus qu'une professeure talentueuse. Elle était une force de la nature, une âme vibrante qui peignait la vie avec des couleurs vives et de la passion, une présence qui illuminait chaque pièce où elle entrait. Sa meilleure amie, Élodie Moreau, une sculptrice de Paris qui avait déménagé à Lyon avec Sophie quelques années auparavant, décrit encore aujourd'hui la douleur de la perte comme une blessure ouverte, une cicatrice indélébile dans son âme. Sophie avait une lumière en elle, dit Élodie dans un témoignage émouvant des années plus tard, alors que la plaie était encore fraîche. Elle inspirait tout le monde. C'était la personne la plus généreuse et la plus drôle que je connaissais, toujours prête pour un nouveau projet, une nouvelle aventure. Mais elle avait aussi une sensibilité qui la rendait vulnérable à certaines énergies, à certaines ombres que nous ne pouvions pas voir. Monsieur Alain Leclerc, directeur de l'école des beaux-arts de Lyon où Sophie enseignait, se souvient d'elle comme d'une étoile montante, une artiste au talent rare et à la vision unique. Elle avait un avenir brillant devant elle,
un esprit novateur, une artiste exceptionnelle. Sa mort a été une perte immense pour la communauté artistique de Lyon, une tragédie qui résonne encore dans nos couloirs, un rappel constant de ce que nous avons perdu. Sophie cultivait des amitiés profondes et était connue pour sa loyauté inébranlable. Elle adorait les longues promenades sur les quais du Rhône, explorer les galeries d'art cachées du vieux Lyon et les petits cafés où elle passait des heures à dessiner dans son carnet de croquis et à écrire dans son journal intime. Ces journaux, retrouvés intacts sur son bureau, révélèrent une femme pleine de rêves, de projets d'avenir et d'une curiosité insatiable pour la vie et l'art. Il contenait également quelques notes sur les appels anonymes qui l'avaient troublée, exprimant un léger malaise, mais jamais une peur écrasante. Elle les voyait comme une bizarrerie, une excentricité d'un admirateur secret, non comme une menace imminente qui approchait de sa porte. Pour l'inspecteur Mercier, l'affaire Sophie Dubois devint une obsession silencieuse, un fardeau qu'il portait sur ses épaules, même après le classement officiel. Même avec le dossier scellé et gardé dans les profondeurs des archives de la brigade criminelle, il ne parvenait pas à se défaire de l'image de la jeune artiste, de l'injustice de sa mort. Durant son temps libre, il revisitait les rapports, les photographies de la scène de crime, les transcriptions des interrogatoires. Il sentait avec une conviction croissante qu'il y avait quelque chose qui l'avait manqué, une pièce cruciale qui avait échappé à sa vigilance et à celle de son équipe. Il tenta, à plusieurs reprises, de rouvrir l'enquête, présentant de nouvelles théories ou demandant de réexaminer certaines preuves avec de nouvelles techniques. Mais la bureaucratie policière, le manque de nouvelles ressources et la pression incessante d'autres cas urgents entravèrent ses efforts. Le commissaire Jean-Pierre Fournier, son supérieur, fut clair dans ses instructions. « Mercier, je comprends votre dévouement et votre passion, mais nous devons avancer. L'affaire est classée. Nous ne pouvons pas dépenser des ressources illimitées sur un cas qui semble sans solution. Nous devons allouer nos énergies là où elles peuvent faire une différence immédiate. » La frustration de Mercier était palpable. Une colère silencieuse contre l'injustice de l'inaction, le souvenir de Sophie étant lentement oublié par les mécanismes impitoyables de la justice. Il savait qu'il y avait plus dans ces appels anonymes, dans ces fibres microscopiques, dans cette empreinte de pas partielle. Mais sans nouvelles pistes tangibles pouvant justifier la réouverture officielle, ses mains étaient liées. Il fut contraint de s'éloigner de l'affaire, de passer à d'autres crimes. Mais l'affaire Dubois demeura comme une ombre sur sa carrière, une promesse de justice non tenue, un rappel constant que certains mystères refusent d'être résolus. Malgré le classement, une des dernières analyses effectuées avant que l'affaire ne devienne officiellement un cold case fut la graphologie des notes anonymes qui accompagnaient les appels téléphoniques. Les quelques phrases, griffonnées sur des morceaux de papier laissés dans la boîte aux lettres de Sophie, furent envoyées à un expert renommé à Paris. Le graphologue, M. Henri Dubois, conclut que l'écriture appartenait à un individu aux traits de personnalité complexes, des marques d'obsession, une intelligence supérieure à la moyenne, mais aussi une profonde insécurité et un sentiment de rejet latent. L'analyse suggérait une personne méthodique avec un contrôle apparent de ses émotions, mais avec un sous-texte de colère et de ressentiment contenu, presque bouillonnant sous la surface. Ce n'était pas un simple admirateur, affirma Dubois dans son rapport, une conclusion que Mercier garda pour lui. C'était quelqu'un dont l'admiration avait basculé vers une fixation malsaine, presque prédatrice, une obsession dangereuse. Ces conclusions, bien qu'intrigantes et troublantes, ne désignaient aucun suspect spécifique à l'époque. Elles ne faisaient qu'approfondir le profil psychologique de l'agresseur, dressant un tableau bien plus sombre qu'on ne l'imaginait. L'écriture, apparemment simple et même assez élégante, révélait un esprit torturé, quelqu'un qui observait Sophie de près, nourrissant un fantasme dangereux qui finirait par culminer en tragédie. 27 ans plus tard, en 2018, les brumes du temps commencèrent à se dissiper sur l'affaire Sophie Dubois. Le dossier, autrefois un monument à l'injustice et au mystère, gisait sur une étagère poussiéreuse, un cold case parmi tant d'autres, jusqu'à ce qu'une nouvelle lumière soit jetée sur lui.
La capitaine Léa Morel, une jeune détective dont la ténacité n'avait d'égal que son flair pour les détails oubliés, décida de rouvrir le dossier. Elle n'était pas du genre à se contenter de réponses faciles ou de la poussière des archives. Léa croyait que la vérité, aussi enfouie soit-elle, laissait toujours une trace, un fil d'Ariane attendant d'être suivi, même si le fil était presque invisible aux yeux du commun des mortels. Sa méthode était méticuleuse, presque obsessionnelle. Elle se plongea dans les centaines de pages de l'affaire, lisant et relisant chaque déposition, chaque rapport de la police scientifique, chaque note de l'inspecteur Mercier, comme si elle cherchait un secret murmuré entre les lignes. Les photographies de la scène de crime, en noir et blanc délavé, révélaient la brutalité de l'attaque, mais aussi l'absence troublante d'un mobile clair. Léa passa des semaines au bureau, entourée de boîtes de documents, reconstruisant mentalement les événements de cette nuit pluvieuse de 1991, essayant de sentir l'atmosphère, le frisson de quelque chose qui ne collait pas. Armée des technologies modernes qui n'existaient pas à l'époque du crime, Léa commença à réexaminer chaque élément de la scène de crime. La science forensique avait évolué de manière exponentielle depuis 1991, transformant l'impensable en réalité. Ce qui était autrefois un indice insignifiant pouvait maintenant être une révélation explosive. Son attention se porta principalement sur les échantillons de preuves biologiques qui avaient été préservés avec une prévoyance remarquable, souvent dans l'espoir d'une avancée technologique qui pourrait percer leurs secrets. Et c'est dans ce réexamen minutieux qu'elle trouva ce qu'elle cherchait, un détail qui avait été remarqué, mais dont la pleine importance n'avait pu être comprise à l'époque. Un minuscule fragment de peau, retrouvé sous les ongles de Sophie, une preuve qui, à l'époque, n'avait pu être entièrement analysée en raison des limitations des techniques ADN, fut soumis à une analyse génétique de pointe, incluant l'ADN mitochondrial, une technique beaucoup plus sensible et détaillée, capable d'extraire des informations d'échantillons dégradés. En plus du fragment de peau, les fibres textiles inhabituelles, d'une couleur et d'une texture inhabituelles, collectées sur le tapis persan et les vêtements de Sophie, furent réévaluées avec des microscopes électroniques et la spectrométrie. La nouvelle analyse révéla une composition synthétique qui ne correspondait à aucun des vêtements de la victime ou de ses connaissances, suggérant un vêtement spécifique de l'agresseur. Un petit bouton de nacre, trouvé sous un meuble, qui avait été classé comme non pertinent, fut maintenant soigneusement nettoyé et soumis à des tests de micro-ADN, dans l'espoir qu'il ait pu retenir des cellules de contact. L'agenda personnel de Sophie, rempli de notes artistiques et personnelles, fut numérisé et analysé par un logiciel de reconnaissance de forme, cherchant des connexions ou des noms qui auraient pu être ignorés. Léa avait une intuition, un pressentiment, que la vérité était cachée dans ces détails apparemment mineurs, tandis que les échantillons biologiques partaient pour les laboratoires les plus avancés de Paris. Léa se plongea dans les archives des anciens interrogatoires. Elle remarqua une mention subtile, mais persistante, du discret libraire Jean-Luc Bernard. Mercier avait enquêté sur lui, mais sans preuve concrète ni mobile apparent le liant directement au crime, il était passé au second plan. Léa, avec son regard neuf et libre des pressions de l'époque, nota la manière dont Sophie avait réagi à Bernard dans certaines notes de son journal, un malaise voilé, le sentiment qu'il l'observait plus que la normale. Elle décida de réinterroger des personnes qui avaient interagi avec Bernard à l'époque, en particulier celles qui avaient concouru pour la même bourse ou fréquenté le même atelier d'art. Ces nouvelles conversations, se déroulant près de 3 décennies plus tard, révélèrent des nuances qui avaient été perdues dans la précipitation et la confusion de l'enquête initiale. Une collègue de Sophie, qui avait également été élève à l'atelier, se souvint d'un épisode où Bernard s'était approché de Sophie de manière excessivement intense après un cours, louant son travail d'une manière qui l'avait mise mal à l'aise.
Sophie avait confié à son amie que Bernard semblait nourrir une admiration qui frisait l'obsession et qu'elle l'avait évité dans les semaines précédant le crime, se sentant mal à l'aise avec l'intensité de son regard, un regard qui semblait pénétrer son âme. Ce rejet subtil mais clair de la part de Sophie semblait avoir été le catalyseur d'une fureur silencieuse, alimentée par un ego blessé et une passion non partagée. Léa revisita également le rapport de graphologie sur les notes anonymes. La description de l'esprit torturé, de l'obsession et du sentiment de rejet latent prenait maintenant un contexte nouveau et troublant, s'alignant parfaitement avec les nouvelles informations sur Bernard. Les pièces du puzzle, autrefois dispersées et sans lien, commençaient à s'assembler avec une précision effrayante, révélant une image sombre et longtemps oubliée, une ombre qui avait plané sur Lyon pendant près de 30 ans. La tension était palpable à la brigade criminelle, tandis que l'équipe attendait les résultats du laboratoire. Léa sentait au plus profond d'elle-même qu'ils étaient au seuil d'une découverte qui pourrait enfin amener la vérité au grand jour, et la justice pour Sophie Dubois. La science, après presque 3 décennies, était sur le point de parler, de donner une voix aux fragments silencieux de peau sous les ongles de la victime, un dernier cri à l'aide qui résonnait à travers le temps, promettant de révéler le nom de l'assassin. L'attente des résultats du laboratoire était un tourment silencieux, une épreuve qui testait la patience de Léa Morel. Chaque sonnerie de téléphone, chaque email reçu était une montée d'adrénaline, l'espoir que la vérité soit enfin sur le point d'être révélée. Et puis, le jour arriva. Le rapport du laboratoire de Paris, un document dense et technique, fut reçu avec un mélange d'appréhension et d'attente. La lecture fut méticuleuse, chaque ligne absorbée avec l'intensité de celui qui cherche la lumière au bout d'un long et sombre tunnel. Les résultats étaient, comme Léa l'avait pressenti, explosifs. Le minuscule fragment de peau, récupéré sous les ongles de Sophie, contenait un profil ADN complet. Et plus important encore, ce profil n'appartenait ni à la victime, ni à aucun des suspects initiaux. C'était un ADN masculin, unique, qui allait enfin donner un nom à l'agresseur. La technologie moderne avait réussi à extraire et à amplifier le matériel génétique d'un échantillon dégradé, chose impensable en 1991. De plus, les fibres textiles inhabituelles, d'une couleur et d'une texture inhabituelles, furent identifiées comme provenant d'un type spécifique de manteau en laine, fabriqué à petite échelle et qui avait été populaire en Europe au début des années 90. L'empreinte de pas partiel, autrefois une image floue, fut soumise à une reconstruction numérique avancée, révélant un motif de semelle distinctif associé à un modèle de chaussure pour homme courant à l'époque du crime. Le bouton de nacre, quant à lui, révéla des microtraces d'ADN qui, bien qu'incomplètes, étaient compatibles avec le profil principal trouvé sous les ongles de Sophie. Toutes les preuves, autrefois fragmentées, pointait désormais dans une seule et troublante direction. Le profil génétique fut immédiatement comparé aux bases de données criminelles, mais sans succès. L'agresseur, semblait-il, n'avait pas d'antécédents judiciaires connus. Cependant, le nom de Jean-Luc Bernard, le discret libraire qui avait disparu de Lyon peu après le crime, résonnait dans l'esprit de Léa. Les notes de Mercier, le rapport graphologique et, plus récemment, les témoignages des personnes qui avaient remarqué le malaise de Sophie à son égard, tout s'emboîtait de manière troublante. Léa savait qu'elle devait trouver Bernard. La recherche fut un défi. Jean-Luc Bernard s'était efforcé d'effacer ses traces. La nouvelle identité de Warren Phillips, mentionnée dans les anciens dossiers de Mercier comme une piste non confirmée, se révéla être la clé. Avec l'aide des registres fiscaux, des titres de propriété et des nouvelles technologies de suivi des données, la capitaine Morel et son équipe réussirent à le localiser. Warren Phillips, l'ancien libraire Jean-Luc Bernard, vivait maintenant à Toulouse, une ville dynamique du sud-ouest de la France, suffisamment loin de Lyon pour qu'il se sente en sécurité, anonyme. Il travaillait comme archiviste dans une bibliothèque universitaire, une vie calme et méthodique, qui contrastait brutalement avec la fureur du crime
commis 27 ans plus tôt. Léa et une petite équipe d'agents discrets se rendirent à Toulouse. La surveillance fut mise en place avec la plus grande discrétion. Ils observèrent Warren Phillips pendant des jours, étudiant ses habitudes, sa routine. C'était un homme d'âge moyen, à l'apparence vieillie, mais avec le même regard réservé et presque imperceptible qui avait caractérisé Jean-Luc Bernard. Il menait une vie solitaire, sans beaucoup de contacts sociaux, plongé dans les livres et les documents anciens. L'occasion de prélever son ADN se présenta lors d'un de ces rares moments de loisir. Phillips était un habitué d'un petit café près de son travail, où il commandait toujours le même expresso. Un après-midi pluvieux, après qu'il eut quitté l'établissement, une agente sous couverture récupéra rapidement la tasse de café qu'il avait jetée. L'échantillon fut envoyé d'urgence au laboratoire. La tension au sein de l'équipe de Léa était palpable. C'était l'heure de vérité, la confirmation finale qui pourrait sceller le destin d'un homme et, plus important encore, rendre justice à Sophie Dubois. Quelques heures plus tard, le coup de fil arriva. La voix du technicien de laboratoire était sobre, mais les mots étaient clairs et retentissants. « Capitaine Morel, c'est une correspondance parfaite. L'ADN prélevé à Toulouse est identique à celui retrouvé sous les ongles de la victime et dans les fibres du manteau. La confirmation était indéniable. Jean-Luc Bernard, maintenant Warren Phillips, était l'assassin de Sophie Dubois. Le cold case de Lyon, l'affaire qui avait tenté Mercier pendant des décennies, était enfin résolue. La toile de mensonge et la mascarade de toute une vie étaient sur le point de s'effondrer. La justice, bien que tardive, était en chemin, prête à affronter l'ombre qui s'était cachée pendant près de 3 décennies. L'arrestation de Warren Phillips à Toulouse fut un événement sombre, et pour lui, l'effondrement d'une vie méticuleusement construite sur une base de mensonges. Il n'opposa aucune résistance. Sa réaction, un calme troublant, un sang-froid qui glaça les os des agents, était celle de quelqu'un qui attendait ce moment depuis des décennies. « Je savais que ce jour viendrait », murmura-t-il. Un aveu presque inaudible, admettant connaître l'affaire Sophie Dubois. Lors de l'interrogatoire mené par la capitaine Morel, le masque de discrétion de Jean-Luc Bernard ou Warren Phillips commença à se fissurer. Il confessa d'une voix à peine audible l'obsession qui le consumait. La jalousie pour la bourse que Sophie avait obtenue, le talent qu'il n'atteindrait jamais, et le rejet, le mépris qu'il avait ressenti lorsque Sophie l'avait évité, tout cela s'était transformé en une fureur silencieuse, une obsession dévastatrice. Il l'avait observé, avait écrit les notes anonymes, et en cette nuit fatidique de 1991, il était entré par effraction dans son appartement avec l'intention de la confronter. La dispute avait dégénéré, et le vase brisé, que Mercier avait remarqué sur les lieux, était devenu l'arme du crime. Les empreintes digitales de Bernard furent retrouvées sur le vase, confirmant sa version. Le procès, en 2020, fut un témoignage de la persistance de la justice. La sœur de Sophie, Marie Dubois, fit un témoignage émouvant, décrivant la douleur d'une vie sans sa sœur, une absence qui ne s'était jamais refermée. Les journaux intimes de Jean-Luc Bernard, retrouvés dans son appartement à Toulouse, révélèrent une préméditation glaçante, les détails de son obsession et de ses plans tordus. L'expertise psychiatrique le diagnostiqua avec une personnalité narcissique, incapable d'accepter le rejet, transformant l'admiration en haine. Le verdict fut rapide, coupable. La sentence, 28 ans de prison, faisait écho au temps perdu, à la vie volée. Léa Morel, en visitant la tombe de Sophie Dubois à Lyon, sentit que la justice, bien que tardive, avait finalement trouvé son chemin. La brise douce qui soufflait sur le cimetière semblait emporter avec elle un soupir de soulagement, un soupir de paix. La mémoire de Sophie, l'artiste vibrante, ne serait plus seulement celle de la victime d'un cold case, mais l'inspiration d'une vérité qui avait refusé d'être oubliée. Le passé, avec ses ombres et ses mystères, s'était enfin révélé, et la promesse de justice, écrite dans les étoiles et gardée dans le cœur de ceux qui n'avaient jamais abandonné, avait été tenue.